Bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Mon nom est Vincent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann. Salut! Alors aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est paru récemment dans le dernier tome célestial du White Dwarf. C'est une petite sous-allégeance pour les Gloomspite Gits et plus spécifiquement pour les Troggoth qui en avaient grandement besoin. Oui, tout à fait. En fait, il y a 2 mois, dans le White Dwarf de août, on a eu les Jaws of Mork, qui étaient une sous-allégeance, finalement, des bonus supplémentaires pour les Squigs. Donc, ce mois-ci, en octobre, on a la même chose, mais pour les Troggoth qui en avaient vraiment besoin. Alors, j'attendais ce supplément-là avec impatience. Oui, alors je vais lire un peu les habiletés qu'on gagne avec cette sous-allégeance-là et tu pourras commenter comme tu es un joueur Gloomspite, tu me diras ce que tu en penses. Alors, premièrement, c'est Glog's Mega Mob. Et on a une habileté qui est Monstrous Regeneration. On gagne plus 1, dans le fond, nos trolls gagnent plus 1 à leur jet de régénération. C'est une habileté pour toute la sous-allégeance. Oui, puis c'est important aussi de préciser que ces habiletés-là s'ajoutent aux habiletés qui sont déjà dans le Battle Tome. Donc, on ne remplace pas les habiletés, c'est vraiment un ajout. Donc là, les trolls vont pouvoir se régénérer sur du 3+, à chaque phase de héros, donc régénérer des 3 points de vie, plutôt que sur du 4+. Donc, c'est bienvenu. Ça veut dire qu'on va réussir notre jet de régénération 66-67% des fois plutôt que 50% des fois. Puis, lorsque les Troggoth sont sous l'effet de la Bad Moon, de la mauvaise lune, ils ont l'occasion de relancer leur jet s'il est raté, leur jet de régénération. Donc, à ce moment-là, on avait 75% de probabilité de réussir le jet sur du 4+, on passe à 88% sur du 3+, donc ça vient fidéliser. Donc de la même manière que les Jaws of Mork sont venus fidéliser le mouvement aléatoire des Squigs en leur permettant de le relancer, là on vient de fidéliser un peu la régénération des Troggoth. Le problème, c'est que c'est une habileté qui n'est pas vraiment bonne. Hein. La régénération, c'est au mieux, on récupère 1, 2, 3 points de vie à chaque phase de héros. Ça a un impact plutôt anecdotique sur la partie. Souvent, au tour 1, on n'aura pas de points de vie à régénérer. Puis à un moment donné, nos trolls sont morts. Ou souvent, si on a un Denkold qui est à 2 points de vie, on régénère 2 points de vie, il passe à 4 points de vie. Ce ne sera pas assez pour le faire, puis lui faire survivre le prochain tour de combat. Donc la régénération est plutôt anecdotique à cet effet-là. Puis c'est un peu l'opinion qui circulait sur les forums Gloomspite, autant en français qu'en anglais, sur Facebook. J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec Yann Miller et Christian Riel, qui sont 2 joueurs Gloomspite de longue date. Puis d'ailleurs, je les remercie. Il y a peut-être quelques-unes des idées que je vais partager dans cette vidéo aussi qui sont issues de nos discussions. Puis eux aussi étaient du même avis que la régénération, c'est somme toute limité. On aurait peut-être préféré qu'ils viennent rendre la régénération peut-être meilleure. Donc peut-être régénérer automatiquement 3 points de vie ou je ne sais pas. Ou carrément repenser la régénération, mais là c'est plutôt limité comme impact. Donc ça en soi, c'est pas suffisant pour ramener les Troggoth à un niveau compétitif. Ok. Ensuite de ça, on gagne une Common Ability qui est Oblivious to Sorcery. Dans le fond, tu vas prendre une unité de Fellwater ou de Troggoth qui est à 12 pouces d'un de tes héros et tu peux lui donner une sauvegarde contre la magie. En fait, sur 4+, elle va ignorer les effets d'un sort ou d'un sort persistant. On va se dire, dans 95% des parties, ça va être inutile. Donc, c'est vraiment une habileté de commandement qui est mauvaise. Le Denkold lui-même a déjà, sur son War Scroll, sur sa charte d'unité, cette habileté-là d'ignorer un sort ou un sort persistant sur 4+. Cela dit, ça va être très très rare que ça va être utile. D'abord, la portée, c'est entièrement à 12 pouces, donc la portée est très courte. Ça ne cible qu'une unité, donc si je décide de protéger une unité de Rockgoth, par exemple, l'adversaire va pouvoir juste viser une autre de mes unités de troll, avec ses sorts, donc, puis en plus, on paye un point de commandement pour ça, on protège une unité, mais c'est sur 4+. On peut encore rater le jet, puis finalement que notre unité soit affectée par le sort quand même. Donc ça ne vaut pas la peine, ça va être très très rare que ça va valoir la peine de payer un point de commandement pour ça, d'autant plus qu'on va avoir besoin de nos points de commandement avec les trolls pour autre chose, j'en reparle tantôt. Alors, ensuite, on gagne un trait de commandement qui est Shepherd of Idiotic Destruction. Dans le fond, à la phase des héros, sur un 4+, si ton général est là, sur le champ de bataille, il va te générer un point de commandement supplémentaire. J'aime beaucoup le nom Shepherd of Idiotic Destruction. Je ne sais pas comment traduire ça en français correctement, berger de la destruction idiote. Il y a sûrement une manière plus élégante de le traduire. Bref, puis c'est en cohérence avec le fluff qui est présenté dans le White Dwarf, qui insiste beaucoup sur la stupidité des trolls, puis c'est écrit avec humour, ça vaut la peine de lire le petit fluff qui vient dans le White Dwarf. Mais donc c'est une habileté un trait de commandement en fait qui, à première vue, est intéressant parce que avoir un point de commandement supplémentaire sur 4+, c'est très bon.
Le problème, c'est que dans le Battletome, on a déjà un autre trait de commandement qui s'appelle Loon Skin, je pense en français que c'est peau de lune ou quelque chose comme ça, qui fait en sorte que, à partir du début de la partie, et tant que la Bad Moon, la lune, n'a pas quitté le champ de bataille, notre général est toujours considéré comme étant sous l'effet de la lune. Sauf qu'un général Gloomspite Gitz, donc incluant le Dancold, lorsqu'il est sous l'effet de la lune, à chaque phase de héros, il gagne automatiquement un point de commandement. Il génère automatiquement un point de commandement de plus. Donc là, ce qui nous amène dans la nouvelle allégeance, c'est un point de commandement sur 4+, alors qu'on pouvait l'avoir automatiquement pour presque toute la partie, parce que généralement, à moins d'être très malchanceux, la lune va être dans la partie jusqu'au tour 4, parfois jusqu'au tour 5. Et en plus, les trolls, lorsqu'ils sont sous l'effet de la lune, peuvent relancer, comme je disais tantôt, leur jet de régénération raté, ou s'il est réussi du premier coup, ils peuvent relancer le dé qui détermine, le D3 qui détermine combien de points ils régénèrent. Donc, vraiment, ce trait de commandement-là est moins bon que celui qu'on pouvait avoir, l'équivalent qu'on pouvait avoir déjà dans le Battletome. C'est dommage, c'est un petit nerf. OK. Ensuite, on gagne un artefact de pouvoir, un Ichor Cord Studded Hide. C'est un Feel No Pain de 5+, contre les blessures mortelles seulement. Oui, ça c'est intéressant. C'est dommage que ce soit contre les blessures mortelles. Ça aurait été intéressant que ce soit contre toutes les blessures. Ça aurait été un peu plus fort. Ça aurait, surtout sur un Dancold qui a 12 points de vie. Puis ça aurait été essentiellement copier-coller ce qui est sur le War Scroll des Rogoth qui eux ont déjà un Feel No Pain à 5+, qui fonctionne sur les blessures normales et les mortelles. Donc, c'est quand même mieux. On a 3 systèmes magiques dans le Battletome qu'on peut choisir pour notre Dancold Trog Boss. Et les 3 items magiques sont moins bons que celui-là. Donc ça, c'est un petit up. Venir protéger un peu notre Dancold contre les blessures mortelles. Dans le méta actuel où il y a plusieurs armées qui génèrent énormément de blessures mortelles, ça, je trouve que c'est bienvenu, c'est intéressant. Okay. Ensuite, on a un bataillon qui vient avec le Stomping Megamob à 160 points. Dans le fond, tu vas pouvoir inclure, tu dois inclure un Trog Boss dedans, 3 à 9 unités de Fellwater, Rogoth ou Trog Dancold, et tu peux avoir 0 à 2 géants aussi, les oui, les Hellguzzar Gargant, donc pas les Man Crusher. C'est la même figurine, mais c'est le War Scroll qui est dans le Battletome Gloomspite est moins bon que le War Scroll qui est dans le nouveau manuel Sons of Behemoth. Mais oui, il y a une différence de 20 points entre les deux. Donc le Hellguzzar Gargant est 160 points, le Man Crusher Gargant est 180. Mais dans tous les cas, on ne jouera jamais le Hellguzzar Gargant. Là, pour le fun peut-être, pour le fluff, mais si on essaie d'avoir une liste compétitive, on ne choisira pas ça. On va mettre 3 trolls de plus, assurément. Et là, pour 160 points, dans le fond, tu vas avoir ces unités-là, et tes unités vont pouvoir tirer et charger, même si elles ont retraité d'un combat. C'est pas très fluff. En fait, ça a été ma réaction a priori de me dire c'est pas très fluff parce que retraiter pour pouvoir charger ailleurs, tirer, tout ça, c'est pas très Trogoth, utiliser la ruse sur des bêtes stupides. Mais la manière dont ils justifient ça dans le fluff, c'est de dire que à cause de leur stupidité puis du fait que ce sont des bêtes entêtées, les Trogoth c'est difficile de les arrêter lorsqu'ils ont un objectif en tête, donc ça va permettre peut-être de passer des cordons et tout ça. Donc sur le fluff, c'est assez bien justifié et tactiquement, c'est quand même intéressant. C'est une belle habilité, on va se le dire. Ça permet de se désengluer de grosses unités ou de combats qu'on ne peut pas gagner. Ça permet des fois d'aller chercher un objectif en se retirant d'un combat. Ça permet de passer, de rouler, de passer un cordon des fois qui est inintéressant, ou de se reculer juste pour pouvoir tirer. Les Trogoth peuvent faire des blessures mortelles à 12 pouces avec leur tir, les Rogoth, donc des fois ça peut nous permettre de tirer pour finir un héros qui est derrière une ligne. Donc il y a toutes sortes de petits avantages là, au fait de pouvoir faire ça. 160 points, c'est quand même cher. Je pense que ce qui est inclus dans le prix dans le 160 points, c'est aussi le fait que, comme la majorité de notre armée peut être dans ce bataillon-là, ça diminue de manière vraiment importante notre nombre de pauses. J'en discutais justement avec Christian et Yann, puis on se demandait vraiment ce que ça vaut 160 points ce bataillon-là, compte tenu qu'un des défis des Trogoth, c'est d'avoir suffisamment de modèles pour contrôler les objectifs. Donc là, si on entre ce bataillon-là, on sacrifie 3 Trogoth, ou 20 Grots en écran, puis en ondes, tout ça. Donc, on n'était pas convaincus. Il va falloir faire des tests. Je vais tester des listes avec et sans. J'aime beaucoup l'idée de réduire le nombre de pauses.
J'aime bien l'avantage tactique que ça va pouvoir donner dans certaines situations. Le point de commandement de plus est toujours bienvenu, évidemment. C'est une armée qui, à mon avis, nécessite beaucoup de points de commandement, l'armée Troggoth. Donc, c'est pas inintéressant. D'ailleurs, là-dessus, pour les points de commandement, en fait, c'est que on a besoin de points de commandement parce que je pense qu'une liste Troggoth nécessite des écrans de Grotz. Je pense qu'on va vouloir jouer au moins un, mais préférablement 2 unités de Stabos ou de Shootas pour ajouter du nombre. Donc, on a quand même, avec les Stabos ou les Shootas, pour 120 ou 130 points, on a quand même 20 modèles. Fait que ça aide vraiment à aller contrôler des objectifs. Et ça permet de faire un écran qui fait en sorte que nos trolls ne seront pas alpha strikés au tour 1 ou en début de partie. Et en plus, ça synergise bien avec certaines autres habilités des Troggoth. Par exemple, les Grotz viennent avec des filets, des netters qui donnent -1 to hit à toutes les figurines à 2 pouces 2. Et le Fellwater Troggoth a sur son War Scroll -1 to hit conclu. Fait qu'on peut très bien imaginer des Fellwater Troggoth derrière une ligne de Grotz qui ont une base à 25 mm. Donc les Fellwater peuvent frapper par-dessus les Grotz, mais quand on tente de les attaquer, là, il y a -1, l'adversaire a -1 to hit à cause des netters, plus un -1 to hit parce qu'il cible le Fellwater. Donc là, on est à -2 pour frapper les Fellwater. Ça augmente beaucoup la résilience de nos précieux Troggoth. D'ailleurs, c'est une des autres raisons pour laquelle on a besoin de beaucoup de points de commandement. On va vouloir pouvoir, dans le fond, éviter que nos Grotz fuient dès qu'ils subissent des pertes parce que leur bravoure est très très basse. Et la même chose pour nos Troggoth, même si c'est de l'infanterie d'élite, leur bravoure est très basse. Donc dès qu'on perd un Troggoth, on est à risque d'en perdre un ou deux autres, ou plus si on joue une plus grosse unité, sur le jet de déroute. Donc on a besoin de beaucoup de points de commandement pour s'assurer de ne pas bêtement perdre des Troggoth au break test, au jet de bravoure. Et la troisième chose aussi, c'est que nos Troggoth ont un très petit nombre d'attaques à haut dommage. Par exemple, les Rogoth Troggoth ont 2 attaques chacun à 3 de dommage. Donc c'est vraiment important que les attaques passent. Et l'habilité de commandement qui est sur la charte d'unité du Dunkel Trogboss fait en sorte que tous les Troggoth entièrement à 18 pouces de lui relancent leur jet de touche de 1. Donc on vient vraiment fidéliser nos Troggoth. Puis ce qu'on évite surtout, c'est les mauvais jets. Parce que ça n'augmente pas énormément, j'ai fait des calculs statistiques, ça n'augmente pas énormément le nombre de dommages moyens. Ça augmente de 1,3 dommages moyens que les Fellwater ou les Troggoth vont faire dans un round de bataille, que 3 Fellwater ou 3 Rogoth vont faire dans un round de bataille. Mais ce que ça fait, c'est que ça diminue les probabilités d'à peu près rien faire. Donc, parce que quand on a 6 Rogoth Troggoth, on a 280 points de troll, ils ont seulement 12 attaques chacun. 12 attaques, en fait, pour l'unité au complet. On touche sur du 3+. Donc, si on lance 3-1, 4-1, ça arrive, on le sait, ça nous est tous arrivé, ça fait extrêmement mal. Donc, ça m'est même arrivé contre toi à un moment donné où j'ai eu 6 Rogoth qui n'ont fait aucune blessure. Mais sur du 3+, ça peut arriver. Donc, c'est vraiment important de fidéliser. On ne sature pas comme des Witch Elves du tout. Là. Donc, c'est les 3 raisons, finalement, pour lesquelles je pense que c'est une liste dans laquelle on a besoin de points de commandement. On va être très énergivore en points de commandement. Okay. Ensuite, on a un dernier changement, mais ça, c'est pas un changement propre à l'allégeance du globe Megamob. C'est un errata, finalement, sur le Loon Shrine. Oui. On vient, dans le fond, de faire en sorte que, un peu comme pour les Grotz, puis les Squig avec il y a 2 mois, là, lorsque, en fin de tour, tu vas avoir perdu une unité, tu peux, sur un 4+, la ramener proche de ton Loon Shrine, en fait, la moitié de ton unité, arrondi au plus haut. Donc, si tu as perdu 3 trolls, tu brasses, à la fin de ton tour, sur 4+, tu en ramènes 2 sur 3 autour de ton Loon Shrine. Ça, c'est quand même un bel ajout. Oui, c'est vraiment un bel ajout. En fait, c'est ça, le Loon Shrine a comme habilité de ramener la moitié de mi-effectif sur un 4+, une unité de grotte qui a été détruite. Il y a 2 mois, donc, avec l'arrivée des Jaws of Mork, il y avait eu une modification au War Scroll qui dit que lorsque ton général a le mot-clé Squig, cette habilité-là est remplacée. Donc, on n'a pas le choix, elle est remplacée. Et on ne peut plus ramener des grottes, on peut seulement ramener des Squigs. Et maintenant, c'est la même chose. Quand notre général est un Troggoth, maintenant, c'est des Fellwater ou des Rogoth qu'on ramène à demi-effectif. Donc, c'est sûr que perdre 3 Fellwater puis en ramener 2 le tour d'après, c'est vraiment, ou à la fin du tour même, c'est vraiment intéressant. Puis c'est quand même assez
tactiquement intéressants où on peut les ramener. On a fait un rapport de bataille justement avec les Jaws of Murk où on a vu que ça m'a permis juste de ramener je pense que c'était mes Point Guard Bounders que j'ai ramené à proximité d'un objectif. Ça m'a permis de reprendre le contrôle de l'objectif en fin de tour. Donc il y a vraiment un avantage tactique parce que nos unités doivent donc réapparaître entièrement à 12 pouces du Lone Shrine, mais à 3 pouces de l'adversaire. Donc souvent, on a une limitation à 9 pouces de l'adversaire, mais là, elle est à 3 pouces. Donc vraiment, ça donne beaucoup de possibilités de placement intéressantes. Puis le Lone Shrine, c'est pas une petite base non plus. Fait que à l'intérieur de 12 pouces, ça fait un bon rayon où tu peux placer tes unités. Tout à fait. Puis quand on avait fait l'analyse des Jaws of Murk, j'avais justement dit que c'était une occasion ratée de modifier aussi pour inclure les Troggoths. Finalement, c'est qu'il y avait les Troggoths qui s'en venaient dans le White Dwarf, puis ils ont modifié le Lone Shrine, donc je suis très content de cette modification-là. Cette modification-là est une modification au War Scroll, donc on n'a pas besoin de jouer l'allégeance, la nouvelle allégeance pour en profiter. Ça remplace la charte d'unité qui est dans le Battletome. Avec tous ces changements-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va ramener les Troggoths qui sont loin d'être compétitifs? On s'entend qu'ils sont dans le fond de la cave. Est-ce que ça va les ramener au moins dans le middle tier, compétitif avec les autres armées du milieu? Là? Malheureusement, non. Déjà, les Gloomspite avaient certaines listes qui pouvaient se situer dans le middle tier. La fac de décembre les a nerfées, notamment une des listes les plus compétitives incluait plusieurs, on maximisait la magie, beaucoup d'endless spells. Là, être limité à 3 endless spells, ça a fait mal à ces listes-là. Donc, les Troggoths, parmi les différentes constructions de listes, parce que c'est un gros Battletome, on peut jouer des hordes de gobelins, on peut jouer des squigs, beaucoup de cavalerie squig, on peut jouer des Troggoths, on peut jouer Spider-Fang, donc c'est vraiment presque 4 petites factions en une. Et la faction Troggoth est, à mon avis, la plus faible des 4. Et ce ne sera pas suffisant pour la ramener dans le middle tier. D'après moi, elle va rester dans le tiers 3, voire tiers monde, là, au niveau des Sylvanettes en termes de compétitivité. Principalement parce que, comme j'ai dit, le bonus d'allégeance qu'on reçoit il est intéressant. On va régénérer un peu plus, mais ça fiabilise une habilité qui n'est pas très forte. Ensuite, le trait de commandement, l'habilité de commandement est complètement anecdotique, très situationnel. Le trait de commandement est moins bon qu'un qu'on pouvait déjà prendre dans le Battletome. Finalement, il y a l'item magique qui est intéressant. Ça fait que l'impact n'est pas très bon. J'en ai pas parlé suffisamment, mais le bataillon est quand même mieux que celui qui était dans le Battletome. Donc, la répartition, les unités qui font partie de ce bataillon-là sont exactement les mêmes que dans la Trog Herd, qui est un bataillon qu'on a dans le manuel, dans le Battletome. L'habileté du bataillon du Battletome, c'était que les jets de blessure de 6 faisaient une blessure de plus. Tu ajoutais un dommage à l'attaque de cette touche-là, donc c'était plutôt anecdotique, c'était pas très bon. Donc là, on a vraiment un upgrade. Ce bataillon-là est meilleur que ce qui était disponible, mais il est un peu cher à 160 points, comme on disait. Est-ce que c'est suffisant pour rendre les Troggoths compétitifs? Absolument pas. Et je pense qu'on ne verra pas de Troggoths arriver en tournoi à faire des bonnes performances et tout ça. Là. OK. Mais en conclusion, on pourrait peut-être regarder quand même. Tu as 3 choix d'unités pour les Troggoths. Ce serait quoi la constitution de la liste, selon toi, si quelqu'un veut jouer Troggoth pour le plaisir, puis maximiser quand même l'efficacité de sa liste? Oui, j'y ai pensé beaucoup. J'en ai discuté justement avec Yann Miller, Christian Riel, parce qu'on aime les Troggoths, les 3. C'est vraiment des figurines, on les trouve super belles. Vanessa Cottineau est en train de finir de me peindre mon armée de Troggoths, donc vous allez certainement la voir sur la chaîne bientôt sous forme de rapport de bataille. Donc c'est vraiment une armée que j'aimerais qui fonctionne. Puis j'aime bien les underdogs aussi, donc les armées, essayer de tirer le maximum de mauvaises armées. Donc quand on regarde, le problème c'est que quand on regarde les unités, le Dankold Troggoth est franchement mauvais. Donc la grosse pièce, la belle pièce qu'on a le goût de jouer, souffre du même problème que les Treelord Sylvanettes, en fait. Donc un petit nombre d'attaques, avec des dommages aléatoires. Par exemple, le Dankold de base a 3 attaques, 3+, moins 2, D6. Déjà, on voit à quel point ça peut souvent aller mal. Dès que le dieu des dés ne te regarde pas, ça ne marche pas. Puis quand c'est ça, c'est trop aléatoire. Les autres habilités sont plutôt anecdotiques.
Donc, il ne vaut pas ses points. On le joue en compétitif, on ne joue pas de Dankold Troggot. Son seul avantage, c'est de ne pas avoir de charte dégressive, malgré qu'il y a 10 points de vie. Mais en même temps, tant qu'à moi, il est déjà pas bon. Fait que s'il avait été dégressif, ça aurait été catastrophique. Puis en plus, il n'y a même pas le mot-clé monstre. Donc, dans les plans de bataille où on a besoin de monstres pour avoir des points de victoire supplémentaires, on ne l'a pas. Donc ça, c'est vraiment une occasion ratée de ce côté-là. Le Dankold Trogboss est un peu mieux. Donc le Dankold est 190 points, le Dankold Trogboss est 250 points. Lui, il a 4 attaques, donc une attaque de plus, même profil, donc on touche sur du 3, blesse sur du 3, 2 perforations, D6. Puis bon, il y a un Crushing Grip qui permet de tuer une figurine, donc ça peut être parfois intéressant pour briser la cohérence d'unité de l'adversaire ou des choses comme ça, mais ça reste aléatoire puis situationnel, mais c'est quand même bien. Les deux Dankold donnent +1 de bravoure autour d'eux, au Gloomspite Gitz autour d'eux. C'est bien aussi. Il y a la résistance sur 4+, on ignore l'effet des sorts persistants. Mais à 250 points, on n'en a pas beaucoup pour notre argent parce qu'il y a 12 points de vie à 4+ de sauvegarde, donc il n'est pas très tanky, il ne frappe pas très fort, il n'est pas très fiable dans ses attaques, il n'y a pas d'habilité très forte. Si on compare juste au Treelord Ancient Sylvaneth, donc les deux ont 12 points de vie, il y en a un 260 versus 250 points, on est dans le même ordre de points. Mais le Treelord Ancient sur une sauvegarde à 3+, plutôt que 4+, donc ça fait une bonne différence. Ils ont à peu près le même profil d'attaque. En fait, le Treelord a une attaque de moins, il est sur du 3 attaques à 3+, moins 1 D6, mais il y a une attaque aussi qui peut faire D6 mortels. Il y a aussi le Ground Shaping Stomp qui fait en sorte qu'un adversaire peut être obligé de frapper en dernier dans la phase de combat, ce qui est très fort sur un 4+. Puis en plus, c'est un mage level 1, c'est un sorcier level 1. Fait qu'on n'est pas, quand tu regardes les deux War Scrolls puis les points, on n'est pas dans le même niveau. Puis on sait en plus, le Treelord Ancient met une forêt gratuitement par bataille en jeu. Puis en plus, c'est une pièce que plusieurs joueurs Sylvaneth considèrent pas très forte. Fait que ça montre à quel point le Dankold Trogboss est vraiment sous-optimal. D'après moi, il pourrait le baisser encore de 30 points facilement. L'avantage que ça nous donne dans le méta actuel, c'est que c'est un héros qui a 12 points de vie. Donc c'est sûr que dans un méta où il y a beaucoup d'armées qui sont capables de sniper les héros à distance avec les catapultes des Ossiarch Bone Reapers, avec les Mortal Wounds que les séraphons peuvent spammer n'importe où sur la table, avec les archers luminettes, avec les tireurs Skaven qui tirent à 30 pouces puis qui dégomment tout ce qu'ils veulent. À un moment donné, là, des héros gobelins à 4 points de vie chacun, là, ça part vite. Fait que c'est sûr que le Dankold a cet avantage-là. Mais ça ne reste pas une très bonne unité. Par contre, les Fellwater et les Roggoth sont des très bonnes unités. C'est sûr que le Roggoth, on peut déplorer qu'il y a seulement 2 attaques à 3 de dommages, donc c'est très aléatoire. Ils vont être capables du meilleur comme du pire en combat, d'où la nécessité de les fidéliser autant que possible, comme je discutais. Mais pour 140 points, on a 12 points de vie, 3 modèles à 12 points de vie, qui ont une sauvegarde à 5+, puis un Feel No Pain à 5+. Donc, ils ont un certain niveau de tankiness qui est intéressant. Les Fellwater, de leur côté, ont un profil d'attaque un peu meilleur. Ils ont 4 attaques à 2 dommages chacun. Même chose, sauvegarde à 5+, pas de Feel No Pain, mais un moyen to hit contre eux. Donc, dans la plupart des situations, c'est assez équivalent. Donc, quand on fait un calcul rapide, si on a un adversaire qui touche sur du 4+, puis qui attaque les Fellwater, le moyen to hit va diminuer leur efficacité de 33%. Puis, la même chose, s'ils frappent les Roggoth, le Feel No Pain à 5+, va diminuer leur efficacité de 33%. C'est juste contre les adversaires qui touchent sur du 3+, ou mieux, que les Roggoth sont un peu meilleurs que les Fellwater, en termes de tankiness. Mais ces deux bonnes, quand on les compare aux autres unités d'élite du jeu, si on les compare à des Ogors, si on les compare à des Kurnoth Hunters, ils se comparent favorablement, donc c'est des bonnes unités. Mais c'est pas comme on a un petit nombre de figurines, puis que c'est un jeu d'objectifs, d'après moi, il faut absolument les jouer avec des grottes pour prendre les objectifs. Dans White Dwarf, dans le fluff, il parle d'une quatrième race, ou d'un quatrième type de Troggoth, qui est les Sulfur Breath Troggoth. Donc là, il y a eu un petit débat sur Facebook, à savoir, est-ce qu'ils ont renommé le vieux Sour Breath Troggoth qui venait de Fantasy, puis qui a été discontinué, ou est-ce que c'est un modèle qui nous prépare à voir réapparaître peut-être un nouveau kit, tout ça, donc on croise les doigts pour un nouveau kit. Je suis pas optimiste, mais ça ne coûte rien d'espérer.
Alors, as-tu un mot de la fin? Finalement, tu vas continuer à les jouer, mais toujours pour le plaisir plus que pour la compétition. Absolument. C'est pas une armée, je pense, qui peut être compétitive dans le méta actuel. Il faudrait réécrire le War Scroll, la charte d'unité des Denko Troggoth, assurément. Leur donner aussi, ils souffrent du même problème que l'ensemble de l'armée Gloomspite Gitz, c'est que leurs habilités d'allégeance ne sont pas suffisamment bonnes, elles sont aléatoires, donc la Lune peut se déplacer de manière parfois favorablement, parfois complètement défavorablement. Récemment, sur French Wargame Studio, il y a eu un rapport de bataille où un joueur dont j'ai oublié le nom jouait les Jaws of Mork contre les Sylvanettes de Pride. Puis je pense que tour 2, tour 3, il a lancé un 1 sur son jet de déplacement de la Lune. Donc la Lune, au tour 3, n'était toujours pas arrivée. Fait qu'il ne profitait d'aucune de ses habiletés d'allégeance au cours des 3 premiers tour de bataille. Ça montre l'aspect vraiment, il a été malchanceux, il a lancé 2-1 consécutifs, mais quand même, ça montre l'aspect complètement aléatoire de la chose. Puis même quand la Lune est là, c'est pas si bon que ça, les bonus qu'on a comparativement aux habiletés d'allégeance des armées qui sont dans le top méta. Puis souvent, c'est ça le problème pour l'équilibre, puis on pourra peut-être en reparler quand on fera un vidéo qui fait le point sur l'état du méta actuel. Mais souvent, ces Games Workshop peuvent arriver à balancer les unités en modifiant les coups en pointe. Mais ce qu'ils ne peuvent pas balancer, c'est les règles, les habiletés d'allégeance, parce qu'elles sont dans le Battletome, puis à moins de vraiment faire des gros errata, c'est plus difficile à balancer. Donc, d'après moi, c'est souvent les habiletés d'allégeance qui font qu'une armée est dominante ou pas, beaucoup plus que les War Scrolls ou les coups en pointe. Mais dans ce cas-ci, le War Scroll du Denko Troggoth, à mon avis, doit être réécrit et pas le fun. Un autre problème avec les Troggoth, c'est qu'ils excellent dans aucune des phases du jeu. Quand je construis une liste d'armées compétitives, je me demande dans quelle phase je vais pouvoir dominer. Dans ce cas-ci, on ne dominera certainement pas la magie, il n'y a aucun sorcier, sauf si on joue la Hague, dont je n'ai pas parlé tantôt en parlant des War Scrolls. C'est une figurine de Forge World. Donc ça, c'est toute une autre question, c'est assez controversé. Là. Certains l'aiment beaucoup, d'autres, comme moi, trouvent qu'elle coûte beaucoup trop cher pour ce qu'elle apporte. Mais mis à part avec elle et le Fungoid Cave Shaman, ne serait-ce que pour son point de commandement là, qui génère sur un 4+, en phase de héros, on n'aura pas de magie, on n'a pas de sorcier, puis on ne dominera certainement pas la magie avec la Hague ou avec un Fungoid Cave Shaman, donc on oublie ça. Sur le plan du mouvement, on n'a vraiment pas le mouvement pour dominer le mouvement, pour avoir le dessus sur l'adversaire sur le plan tactique avec le mouvement. Le tir, on a des tirs intéressants, mais de très courte portée. Donc, les Fellwater vomissent à 6 pouces. Les Rockgoth, Troggoth peuvent faire détroit mortel à 12 pouces. Donc, détroit mortel pour une unité de Rockgoth, c'est loin de nous permettre de dominer la phase de tir. C'est au corps à corps que les Troggoth sont les meilleurs, assurément. Donc, quand on regarde les Fellwater et les Rockgoth, une unité de 3 va faire en moyenne, contre un adversaire qui avait une sauvegarde à 4+, va faire en moyenne 7 dommages environ. Nous, on aime bien compter les dommages que font nos unités par tranche de 100 points pour pouvoir comparer les différentes unités. Donc là, ça nous amène un petit peu sous les 5 dommages par tranche de 100 points contre un adversaire qui a une sauvegarde à 4+. Donc c'est presque au niveau de l'infanterie d'élite. Presque, mais ça va être en dessous, mettons, des évocateurs, des Stormcast, oui. Ça va être en dessous de tes Kernot Hunter avec les épées. Oui. Fait que c'est presque au niveau de l'élite, mais c'est pas les meilleures unités d'élite. Non, c'est pas au niveau des meilleures infanteries d'élite, effectivement. Et on n'a pas tant de manière de synergiser. On a essentiellement l'habilité de commandement du Denko Troggoth qui permet de relancer les 1 de touche, mais c'est tout. Donc on va se débrouiller en corps à corps, mais on ne dominera pas le corps à corps. Ensuite, il y a le contrôle d'objectif. Donc, évidemment, avec l'infanterie d'élite, c'est pas là qui est notre force. C'est sûr qu'on peut aller chercher des grottes. Donc, en fait, c'est, à mon avis, essentiel d'aller chercher des grottes pour avoir du contrôle d'objectif et des écrans, comme je disais tout à l'heure. Mais ça reste qu'on n'aura pas la capacité à contrôler des objectifs comme les meilleures armées du jeu.
Et finalement, on a toujours l'aspect résilience, récursion. Donc, il y a des armées, par exemple, comme ta Légion du Deuil, qui ont une capacité de récursion, donc une résilience vraiment exceptionnelle. Tu ramènes des modèles morts dans les unités, puis quand une unité est entièrement détruite, tu peux la ramener au complet pour un point de commandement. On a aussi des listes de Nurgle qui sont extrêmement résilientes comme ça. Donc, les Troggoth, même s'ils ont la régénération, ça n'a rien à voir avec la capacité de résilience que les meilleures armées résilientes du jeu ont. Donc, quand je regarde les listes Troggoth que je peux construire, je me rends compte que je ne dominerai ou n'excellerai dans aucune des phases du jeu. Donc déjà, tu sais que ça ne va pas bien aller. Et c'est pour ça qu'ils ne sont même pas dans le milieu du méta, selon moi. Là, les armées de milieu de méta arrivent à exceller dans au moins deux des phases, des aspects, là, des phases du jeu que je viens de nommer. Alors, c'est ce qui conclut notre analyse de la sous-faction des Troggoth dans le dernier tome célestial du White Dwarf. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et sur ce, on vous souhaite un bon wargaming. Et de notre côté, en termes de wargaming, on va essayer de vous faire sous peu un rapport de bataille mettant en vedette la nouvelle allégeance des Troggoth. Yes.